Nous arrivons à une scène qui va être très importante pour la suite, celle d'une démonstration d'hypnose et d'hallucination collective. C'est qu'à peine le trouble provoqué par la possession de Lily commence-t-il à retomber, qu'un autre protagoniste veut reprendre la main. Il s'agit bien sûr de Carmichael. Parce que ce à quoi on vient d'assister, eh bien, cela met à mal ses grands dogmes rationnels. Donc il faut qu'il sauve la face. Et sauf que Carmichael, c'est un hypnotiseur de renom. Il a bâti sa réputation sur des démonstrations publiques comme ça de pouvoir sur l'esprit humain, sur la perception. Et ça, c'est un contrepoint parfait. L'argument ultime face au phénomène inexpliqué de June ou au médium raté comme Christou. À un moment donné, si on n'arrive plus à expliquer, c'est qu'il y a de l'hypnose dans l'air. Et Carmichael veut prouver qu'il est le seul à voir la situation pour ce qu'elle est. Parce que là, tout le monde est convaincu de ce qui vient de se produire. Avec la lévitation en plus, la voix de Mr. Riggles, tout ça, ça nous a laissé bouche bée. Mais pour Carmichael, il ne s'agit que d'une illusion. Rien de plus qu'un tour de foire. Alors certes, magnifiquement orchestré, mais orchestré quand même. Par June qui aurait peut-être manipulé Lily. Et c'est là que June se rébiffe encore. Elle prétend au contraire aimer Lily comme un membre de sa famille. La fameuse mauvaise foi dont je parlais tout à l'heure. Et on voit qu'on a un moment de gêne, car Lily refuse de prendre la main tendue par June à ce moment-là. Donc quelque chose est brisé dans leur couple. June ne l'avait peut-être pas encore réalisé à ce moment-là. Toujours est-il que le public est clairement convaincu par la démonstration de June et Lily. Jack est le premier d'ailleurs à les défendre. Et Carmichael, voyant que personne ne s'arrange à son avis, demande de faire une démonstration. Ce qui va le pousser à remettre enfin son ancien veston de magicien. Et il choisit alors sa victime, et bien sûr, la première proie facile qui lui tombe sous les pattes, c'est Gus, l'assistant, le bouffon du roi. Et le pauvre Gus qui court dans tous les sens depuis le début de la soirée, on va encore le ridiculiser sous le feu des projecteurs et sous l'emprise comme ça de la personnalité de Carmichael. Gus va bien sûr baisser la tête, il est trop docile pour refuser, on l'a vu, et de toute façon, personne ne sait dire non sur ce plateau depuis le départ. Il osera juste un timide « ma femme aimerait bien que ma tête reste sur mes épaules, Carmichael ». Et ça, c'est une petite préparation paiement pour plus tard. Alors Carmichael arrive à obtenir le silence, il plante son regard dans celui de Gus. Ils sont installés exactement là où June et Lily étaient installés tout à l'heure, sur 2 chaises. Et Carmichael, à l'aide d'une horloge, plonge Gus dans une transe. Alors sans formule, sans décompte. Gus s'exprime normalement au départ et rien vraiment ne nous permet de soupçonner son état. Et donc on peut même se demander s'il n'en est pas de même des spectateurs regardant l'émission. Une transe qui ne définit pas clairement le passage du moment d'éveil au moment de songe. Et donc comment savoir si on ne dort plus? Carmichael prend alors le contrôle sur Gus d'un claquement de doigts. Et là il suggère plutôt une phobie des vers chez Gus. Et après quelques échanges avec un Gus envoûté, eh bien ça se met en place. Rien d'inquiétant d'abord, juste Gus qui se gratte le cou, mais ce qu'il croyait être une blessure au rasoir se révèle être un ver qui sort de sa peau. Et là il va tirer dessus en panique, sauf que Carmichael va lui dévoiler qu'il y en a d'autres, de cachés sous lui, en lui et sous sa peau. Gus tire dessus, se déchire, se déshabille, et nous aussi on croit voir des formes mouvantes, des protubérances minces et sinueuses, qui ne sont pas sans rappeler justement Mr. Riggles et cette façon qu'il a de pénétrer l'esprit de Lily. Et on n'est pas les seuls à être pris dans cette hypnose vu que des cris fusent aussi depuis l'assistance. C'est une hallucination collective. Carmichael l'a déclenché non seulement sur Gus mais sur tous ceux qui regardent. Le public en studio et peut-être plus terrifiant encore les téléspectateurs chez eux. Et cela a des implications terribles pour la suite. Cette démonstration est à la fois un tour de force hypnotique mais aussi un abus moral. Quand on y pense 2 minutes car Gus gémit et se débat et lui il souffre vraiment. Cette vision il la vit comme une horreur et une douleur réelle. Et ça dévoile encore une fois cette cruauté sur la scène. La cruauté de Carmichael ici qui ne connaît pas de limite tant qu'il n'a pas prouvé son point. Tant qu'il n'a pas prouvé qu'il a raison. Et donc pendant quelques minutes comme ça assez gênantes pour ceux qui n'aiment pas le body horror parce qu'à la fin il y a un gros verre qui sort de l'œil de Gus. L'émission vire littéralement au freak show. Il n'y a que Lily sur scène qui semble amusée de la situation. Elle pose la question, mais pourquoi M. Gus se comporte-t-il ainsi? Elle ne semble pas être sous emprise, en tout cas pas sous celle de Carmichael. Et Carmichael finira quand même par sortir Gus de son hypnose par une formule comme ça solennelle qui reviendra plus tard, Dreamer here awake, qu'on pourrait traduire par rêveur ici, réveille-toi. Donc comme si on le rappelait à l'ordre, ou en tout cas rappelé à la réalité. Donc on voit bien que les incantations reviennent toujours quand même un peu dans les différentes démonstrations. Chacun a sa formule, que ce soit un latin approximatif ou que ce soit comme ça une formule construite. Et donc, une fois revenu à lui, Gus ne se souvient de rien. Et pense même que la séance d'hypnose n'a pas commencé. Donc, il est resté bloqué dans le temps. Et c'est Jack, qui est complètement sceptique par rapport à ce qu'il vient de voir, qui exige qu'on rembobine la bande pour prouver, pour voir, pour démontrer la supercherie. Et effectivement, quand on rediffuse ce qui a été capturé par l'écran, par la caméra, aucun verre n'apparaît.
ce que nous découvrons, c'est effectivement Carmichael qui en réalité a soufflé toutes ses suggestions à Gus, mais de manière inaudible pour le public et pour Jacques et June, etc. Et même pour nous d'ailleurs. Ce n'est pas qu'il le murmure ou qu'il le dit tout bas, il le dit, mais il nous a déjà sous son contrôle. C'est-à-dire qu'il arrive à décider de ce qu'on peut entendre et de ce qu'on ne peut pas voir. Et donc on comprend que Carmichael a sciemment filtré ce que chacun entendait, ce que l'audience devait croire et ce que Gus seul devait percevoir. Et c'est pour ça que ce que nous voyons, c'est un homme assis, hypnotisé, qui se griffe la peau sous l'effet d'un ordre mental. On souffle enfin, tout le monde redescend un peu, on a des rires nerveux, on en sort presque rassuré, rassénéré. Donc tout ça était faux. Donc ce qu'on a vu avant aussi était faux. Et Carmichael se pavane. Là, il est content, il est persuadé d'avoir exposé la duperie de la lévitation de tout à l'heure. Et je trouve que cette démonstration de Carmichael, elle est très forte. Cette manipulation dévoile un usage spectaculaire et politique en fait, vraiment, de l'hypnose comme un outil de pouvoir. À travers la télé, Carmichael ne se contente pas d'endormir un individu. Il orchestre une mise en scène de la vérité. Et la vérité ici, c'est le contrôle de l'information. C'est ça son acte d'illusionnisme. Et donc le message ici à l'écran, c'est que justement à travers l'écran, la réalité n'existe qu'à travers ce qu'on choisit de montrer ou de taire. Et donc cette scène, elle illustre parfaitement, elle est très bien amenée à ce moment-là, elle illustre la fabrication du narratif, d'une version du vrai à l'intérieur même du spectacle. Et elle s'appuie complètement sur la crédulité, ou peut-être la vulnérabilité, du regard dans ce qu'il est prêt à croire face au dispositif médiatique. C'est-à-dire qu'il suffit finalement donc d'abattre cette dernière résistance pour arriver à complètement convaincre. Et la dernière résistance, c'est ça, c'est Carmichael. Et c'est lui-même qui va fournir les armes pour l'abattre. Et c'est Lily elle-même qui va le suggérer. Encore une fois, c'est très déstabilisant en fait, parce que cette gamine de 13 ans va demander à revoir les images de sa propre possession, pour vérifier s'il y a eu manipulation ou non, parce qu'elle sait qu'il n'y a pas eu manipulation. Et elle semble même provoquer Carmichael. Et là, clairement, pour moi, c'est le démon qui parle. Parce que ce faisant, il attaque le dernier bastion du rationalisme sur le plateau. Jacques s'est couché, June s'est couché, il n'a resté que Carmichael. Comme j'ai dit tout à l'heure, Carmichael lui offre les armes même qui vont permettre de l'abattre. Parce qu'elle lui dit d'ailleurs, vous ne croyez tout de même pas que les caméras de la télévision pourraient mentir. Carmichael dira bien sûr que non. Et la réponse de Carmichael est encore plus surprenante. Bien sûr que non. Donc les images diffusées à la télé ne mentent pas. C'est absolument cynique venant de ce personnage. Donc le sceptique qui est si prompt à dénoncer l'illusion partout s'arrête à la frontière sacrée de l'écran. Donc c'est là qu'il met la limite par contre. C'est comme si la télé représentait le dernier refuge de la vérité. C'est son angle mort finalement. Voilà jusqu'où va le scepticisme. On ne remet pas en question les dispositifs donc, de médiation de la réalité qui finalement façonnent aussi notre rapport au réel. L'image télé ne nous montre pas que la réalité, elle établit aussi un rapport avec cette réalité. Et donc que se passe-t-il quand le démon s'infiltre précisément là où on croyait que la vérité était inaltérable, dans l'image même. Et donc c'est ce que le démon a réussi à lui faire dire là. C'est-à-dire que cette image-là, par contre, elle ne ment pas. Et bien donc regardons, et c'est à Jacques de trancher. Il a le choix à ce moment-là d'arrêter l'émission ou pas. C'est-à-dire qu'on a eu une scène extraordinaire juste avant, et là on a eu une contre-proposition de Carmichael, qui est arrivée juste à temps pour permettre de relativiser tout cela. On pourrait clore là-dessus sans embâge, la soirée est une réussite. Mais encore une fois, son fameux appétit. Et donc il hésite un temps, puis après il opte pour le visionnage des cassettes. Maintenant nous allons regarder les cassettes de la lévitation de Lily. Et là June refuse en bloc. Elle se lève, elle veut partir. Pour elle, là c'est la scène de trop. Alors, je ne m'explique pas exactement pourquoi ce serait la scène de trop. On va juste voir Lily léviter et elle a elle-même insisté pour dire que Lily a réellement lévité. Donc là, on va lui donner raison. Mais tout d'un coup, il estime que non, là c'est la scène de trop, il faut partir, ça risque de dégénérer. On ne comprend pas trop bien. Ce qu'on pourrait se dire, c'est peut-être que parce que pour une fois, Lily sera exposée à son état de possession, mais hors hypnose. Parce qu'elle nous l'a précisé à un moment donné, juste après la séance, quand June la plonge dans cet état, elle est comme à la fois endormie et éveillée. C'est donc la première fois qu'elle va assister à cela éveillée. Qu'elle va entendre les paroles de June qui invoquent la chose en elle, mais en passant par l'écran, pas en s'adressant directement à elle. Et donc elle va observer sa transformation. Je me dis, est-ce que le risque, c'est ça, c'est une sorte de rechute post-traumatique? Peut-être, on voit bien que le trauma revient souvent dans cette histoire. On n'approfondira pas plus, on ne saura pas exactement ce qu'elle redoute tant à revoir les cassettes. Alors qu'elle est la première à insister pour dire, je n'ai pas hypnotisé le public. Elle a vraiment lévité. Bon. Elle veut partir, mais encore une fois, c'est Lily qui va la convaincre de rester. C'est-à-dire, on va enfin pouvoir prouver la vérité au monde. S'il te plaît, June. Et bien sûr, à nouveau, June cède sous la pression. Et là, en visionnant l'enregistrement du live, effectivement, le replay de la scène efface toute incertitude. La lévitation est bel et bien captée. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas d'illusion collective. L'électricité qui saute, les objets projetés, tout est là, tout est gravé sur la pellicule.
Et c'est peut-être à ce moment-là que le film s'éloigne de l'exorciste, là où William Peter Blatty a toujours laissé une porte ouverte pour le scepticisme et le rationalisme. Tout ce qui se déroule dans l'exorciste, cela peut être expliqué par une démarche toute cartésienne. Là, ce que le film essaie de nous dire, c'est que le doute n'est plus permis. Il y a bien eu lévitation, il y a bien eu poltergeist. Et donc même l'inébranlable rationalisme de Carmichael se fissure. Et là, il est perdu, il ne sait plus quoi faire, donc il s'en prend ouvertement à Jack et l'accuse d'avoir tout fomenté. Et Jack est le seul, à ce moment-là, à voir autre chose dans le replay. Il voit une scène que personne n'a vue, une image fugace qu'il demande à faire isoler. Et donc il demande à qu'on avance sur les images une à une. Et là, quand il s'arrête au bon moment sur l'écran, parce que nous on l'a pas vu ça, nous on l'a vu dans la lecture effectivement que le visage de Lily semble se transformer, mais ce n'est pas ce que Jack a vu. Jack, lui, ce qu'il arrive à isoler à un moment donné, à un moment de la conjuration, c'est qu'on voit derrière lui se dresser le fantôme de Madeleine, donc sa fameuse Minnie. Et elle a la main comme ça sur son épaule. Sans doute qu'elle tenait à le mettre en garde, elle semble le retenir avec cette main. Pour une fois, Jack est sans voix. C'est la première fois depuis le début de l'émission. Là où Carmichael, lui, est fou de rage et l'accuse. Tout ça, c'est Léo, c'est toi, c'est un numéro minable pour sauver votre émission, etc. Donc en fait, on a ce contraste entre les deux, entre celui qui n'a plus de voix et celui qui se déferle. Donc chacun réagit, on va dire, à sa façon à cette révélation. Carmichael perd son sang-froid, Jack a perdu ses moyens, June, elle assiste impuissante à tout ce qu'elle a aidé à déclencher. Et le public, pareil, reste un peu à l'image de Jack, peut-être abasourdi par ces événements. Et à ce moment-là, Lily semble retomber en transe. Curieusement, cette fois-ci, sans l'intervention de June, qui semble d'ailleurs au contraire essayer de la calmer. Et c'est incroyable à ce moment-là parce que Carmichael, en voyant justement la petite Lily retomber en transe, ce n'est pas de la pitié qu'il a, c'est de l'agacement. Parce que quand même, c'est clairement un état de souffrance pour elle. Et donc il lui dira juste, ça va, hein, c'est bon, on l'est encore, on n'en vaut plus. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en fait, ils ont franchi un point de non-retour. Ce n'est pas un encore là. Le rideau entre le spectacle et l'enfer, il est levé. Et le démon arrive. Et c'est pas plus mal parce qu'il est temps de conclure, parce que là maintenant tout le monde est à point. Alors juste peut-être ce qui va me manquer ici, à ce moment-là, parce que ça y est, le démon arrive, c'est la conclusion, c'est le climax, mais c'est la véritable raison de sa venue, et surtout pourquoi à ce moment-là. Alors je me suis expliqué ce retour avec l'affaiblissement des barrières le contenant. June principalement, déstabilisée par les demandes d'une Lily peut-être manipulée, sans doute manipulée, l'insistance d'un Jacques qui lui est clairement accroché, et les provocations d'un Carmichael offensif. Ah, et sans oublier aussi la pression du public qui lui est aguiché. Alors ça c'est une piste, mais très clairement il manque le modus operandi du démon. On sait que c'est le démon du spectacle et de la mise en scène. Estime-t-il que la scène est prête à le recevoir? Surtout que maintenant que la dernière barrière, celle du scepticisme en la personne de Carmichael, a cédé. Et donc il manque, ou en tout cas c'est à nous de nous la construire, la formulation de la manigance qui permet son achèvement, qui permet son avènement incontrôlé. Quelque chose peut-être dont il avait besoin, quelque chose qui a été dit, qui a été fait, que sais-je. En l'état, son retour est un peu arbitraire et le moment de son déchaînement n'est pas vraiment un climax mérité à mes yeux. Est-ce que c'est l'apparition enfin tangible de Madeleine qui provoque donc sa venue pour éviter justement qu'elle n'arrête, parce qu'elle est sur le point d'arrêter l'émission, donc c'est le moment peut-être pour lui d'intervenir. Ce ne sont que des suppositions, on n'a pas de réponse. Et donc je trouve que cette montée en puissance, elle est un peu bâclée sur la fin. Et toutes les pistes qui auraient pu nous certifier ses intentions réelles, elles ne sont pas confirmées, c'est à nous de faire le travail. Ce qu'on peut supposer, c'est que l'arrivée du démon à un moment précis n'est peut-être pas due à un mot-clé ou à une formule oubliée, mais une conjonction de failles humaines, une orchestration comme ça des ruptures psychologiques, éthiques, et tout ça combiné a fini peut-être par affaiblir les derniers remparts que symbolisent les invités. Ou alors de l'autre côté a fini de préparer et de mettre à point, de cuisiner à point le public. Carmichael, c'est le rempart du rationalisme et de la logique. Là, il a vacillé. Il est ridiculisé, il est dépassé, il est désavoué par les images qu'il croyait lui-même et qu'il dit incorruptibles. Jacques, qui lui serait peut-être à la rigueur le déni émotionnel, il a perdu son masque. Là, l'émotion l'a bouleversé. Il est bouche bée devant l'image. C'est la première fois, effectivement, qu'il se laisse comme ça dépasser par son émotion. Chose qu'il a toujours essayé de contrôler. June, qui est initialement la gardienne de l'équilibre entre savoir et croyance, elle est maintenant moralement compromise. Elle a trahi ses propres principes, assez rapidement en plus. Elle a invoqué ce qu'elle ne contrôle pas et elle s'est laissée instrumentaliser tout en se servant de l'enfant qu'elle est censée protéger. Et Lily, quant à elle, ce n'est même plus un sujet, je pense que ça fait un moment que le doute n'est plus permis, elle provoque ce qui se passe là, à la fin. Et sans oublier le public, quand même, qui est le catalyseur ultime de cette soupe. Ce public fasciné n'est jamais sorti de sa transe. Mais la transe qui est la machination même de l'émission. Le public, il est hypnotisé, il est suggestible, il applaudit quand on lui dit d'applaudir, il rigole quand on lui dit de rire. Il est sous hypnose, il est possédé. Il est en état d'accueil absolu. Il prend ce qu'on lui propose.
Ce ne sont plus des témoins, mais des participants passifs. Et ce qu'on a là, c'est un rituel, même si eux ne le perçoivent pas comme tel. Ils sont là dans leur attente, dans leur silence inquiet, les murmures dans la salle, leur sidération, leur ouh, ah. Tout cela, ça crée une scène magnifique. Et effectivement, ce n'est peut-être pas donc un événement unique qui appelle le démon, mais la saturation de la scène, par cet enchaînement de victoires du démon sur tous les participants. C'est cette conjonction comme ça d'effondrement qui peut-être finit par ouvrir la brèche, qui déchire ce rideau entre le simulacre et la réelle. Ce n'est plus une émission de télé, c'est une cérémonie. Et le démon, en professionnel du spectacle qu'il est, il ne se manifeste que quand la scène est mûre, que la croyance est là, elle est palpable, l'audience est chauffée à bloc. Tout ceci n'était que sa première partie, il peut donc rentrer en scène. Alors on peut dire que j'ai négligé Christou, alors même que son rôle, par sa disparition même, elle révèle peut-être une autre mécanique assez intéressante du récit. Car quand on y regarde de plus près, Christou, il est presque redondant quand Lily entre en scène. C'est elle qui permet l'accès au démon, qui ouvre le canal direct avec l'autre plan. Donc il n'y a pas besoin de médiation, il n'y a pas besoin du filtre du médium. Et c'est peut-être ça, le problème avec Christou, c'est que le démon n'en veut pas. Il ne veut pas d'un médiateur, justement. Il ne veut pas quelque chose de structuré, même pour le spectacle. Christou, ça serait ça, c'est une invocation, mais qui est encadrée. Et le démon ne veut pas se soumettre à la règle du jeu. Il veut prendre d'assaut la scène, et c'est ce qu'il a fait, il passe en force. Et Christou, à ce sens, c'est une gêne, c'est un obstacle. Christou, lui, il ritualise la communication, il l'organise. Beaucoup mieux que Jules, d'ailleurs. Il fait presque doublon avec Jacques, il est maître des cérémonies, et c'est précisément ce que le démon ne veut pas. C'est ce qu'il veut en tout cas renverser. C'est lui le maître de cérémonie. Et si Jacques est le maître de cérémonie d'apparence, eh bien Jacques a déjà juré son allégeance. Donc ce n'est pas un problème. Et pire encore, concernant toujours Christou, c'est un canal incertain. Parce qu'il prétend justement parler avec d'autres esprits que le démon lui-même. Parce qu'il prétend justement parler avec tous les esprits. Ce qui veut dire que certains esprits, comme Madeleine, en passant par lui, peuvent contrecarrer les plans de l'entité. Parce que oui, Christou est devenu à un moment donné, malgré lui, la voix des réticences ou des résistances invisibles. Donc il a quand même rempli son rôle, il a préparé le terrain, il a ouvert l'imaginaire du public, il leur a proposé l'extraordinaire comme une première partie. Mais il ne fallait surtout pas qu'il rentre pleinement dans l'arène. Un médium comme ça qui peut ressentir le danger, qui impose des limites, qui murmure quelque chose ne va pas, qui transpire à grosses gouttes et qui n'a plus son accent espagnol, eh bien ça, ce n'est pas bon pour le spectacle. Le démon va imposer sa propre mise en scène, c'est comme ça que je le vois, sans filtre ni contre-pouvoir. Et Christou, c'était peut-être ça. Il cabotine, mais ça reste un contre-pouvoir, il fallait donc le neutraliser au plus vite, avant qu'il ne vienne rompre l'illusion collective. L'émission atteint alors son paroxysme, et le spectacle va enfin nous révéler la nature du piège, ce huis clos cynique depuis le début, ce huis clos télévisé. C'était pour préparer une mise en scène de l'horreur. Et ils vont filmer cette dernière scène, et le fait de filmer même cette séquence pose, comme d'habitude, la fameuse contradiction du found footage. Qui filme encore ? Qui de censé continuerait à documenter ce qui va suivre ? Et c'est toujours là qu'entre en jeu la caméra omnisciente. Une entorse classique du genre, une pirouette qu'on accepte volontiers si le film a réussi à nous captiver, parce que là on se pose pas la question. Après, peut-être que dans ce film, il y a une explication possible. Il y a un détail intriguant. On va le voir après dans les hallucinations de Jacques. Parmi le public donc présent sur le plateau, certains costumes rappellent les masques qui sont portés lors de sa cérémonie du bosquet. Peut-être que des membres du culte se sont infiltrés dans les rangs des spectateurs. Et c'est peut-être eux, encore une fois, qui prennent le relais de la captation vidéo une fois le chaos déclenché. Ce qui ferait de cette dernière séquence non pas une captation accidentelle, mais une retransmission voulue, orchestrée depuis le départ. Ils sont là, ils savaient que ça allait être leur soir, ça allait être le soir de leur dieu, de leur démon. Voilà, sauf que effectivement, on croit voir tout le public prendre la fuite quand tout commence à partir en cacahuète. Maintenant, est-ce qu'on voit toujours la réalité ? Est-ce qu'on a une projection mentale, un cauchemar délirant insufflé par Jack lui-même ? On ne sait plus. La fin, c'est vraiment... Quand ça passe en HD, c'est le chaos. Le langage des images, il joue à cela, je pense, qu'il devient un peu le langage du rêve et en même temps celui de la possession. Et donc, on peut douter de tout, finalement. Donc, c'est Lily qui commence sa transformation. Elle commence par, effectivement, trahir quelque chose en elle qui vient prendre place. Donc ses bras, ses jambes se tordent, chaque articulation craque, c'est un peu nauséeux quand même. Elle semble se disloquer finalement sous la pression peut-être d'une force qui s'installe tant bien que mal dans son corps, mais qui n'est pas forcément à l'aise là-dedans. Et là, tout coupe, on a un fil d'électricité qui la parcourt, qui empêche à June ou à Jacques de la toucher, ou même peut-être de la réconforter, de la ramener à la raison. Et à ce moment-là, l'éclairage saute. Quand la lumière revient, Lily est prise dans un arceau électrique, entre l'installation électrique d'un côté et l'écran cathodique en face. Là où on a vu justement les images de sa possession rembobinées.
Et donc cette figure est assez intéressante. Elle achève d'être ce trait d'union entre la scène et le spectateur à travers l'écran. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et là, à ce moment-là, c'est la débandade. Parce que juste après, sa tête se fend en deux à la verticale. Elle s'ouvre littéralement en une gueule brûlante, une crevasse comme ça, rougeoyante avec une coulée de lave qui semble sauter dedans. Et c'est là que j'ai pensé qu'il aurait été génial qu'elle sorte une réplique du genre « Open your mind ». Garder l'esprit ouvert, ça aurait été génial. Et là, ce n'est effectivement plus l'enfant possédé, c'est Monsieur Riggles incarné, un démon de chair et de feu, qui vient se présenter live devant l'Amérique de la télé. Et là, dans l'ordre, chaque protagoniste va connaître un sort qui résume assez bien son aventure dans l'émission. Et on va bien sûr commencer par Gus, qui est l'éternelle victime, celui qu'on n'a pas cessé de manipuler, de désorienter depuis le début, qui courait partout sur le plateau, paniqué à ne plus savoir où donner de la tête. Eh bien, dans un ultime geste dérisoire quand même, il sort la petite croix de bois qu'il a au cou, il la brandit comme un rempart face au démon. Et donc bien sûr, ça fait bien marrer le démon. Mais c'est assez touchant, parce que Gus, qui s'était toujours esquivé, qui avait fui toute forme de confrontation, il trouve là un dernier sursaut de courage, un dernier instant de rédemption. C'est fragile et c'est touchant. Il m'a fait de la peine, le pauvre. Parce que d'un regard du démon, le cou de Gus se brise. En fait, il pivote sur un magnifique 180 degrés. Ça fait encore une fois penser à l'exorciste. Et c'est donc la première victime du carnage. Donc voilà, cette tête qui se tourne, c'est vraiment l'image qu'on a eue de Gus pendant tout ce film. Ensuite arrive June. Ah, elle l'a pas volé. Parce que d'abord, elle recule. Mais ensuite, elle ressort encore son amulette, là, en psalmodiant des prières en latin, toujours. Comme lors de sa première tentative d'exorcisme. Elle y croit encore. Déjà que ça n'a pas marché la première fois, mais là ça marche encore moins. Je pense que depuis le départ, le démon fait ce qu'il veut. Mais là, elle essaie littéralement d'exorciser parce qu'il ne s'agit plus d'une possession psychique, comme elle la présente. Là, on a une transfiguration totale. C'est un démon qu'elle a en face d'elle, là. Ce n'est plus un humain. Les humains ne se baladent pas avec la tête fendue en deux, quand même. Il n'y a plus de Lily. Plus Lily, c'est un démon en chair et en haine, là, devant elle. Et donc, que fait le démon? Toujours donc d'un regard, qui semble précipiter la punition qui s'abat sur les protagonistes. Le collier de l'amulette se resserre autour de sa gorge et va jusqu'à la soulever dans les airs. Bien sûr, son poids, le collier, ça lui tranche la jugulaire. Et cette mort, tout aussi grotesque, elle est quand même ironique quand on l'applique à celle qui prétendait dominer le surnaturel par la rationalité. Rationalité qu'on a vu, qu'elle déguisait en rituel, mais rationalité quand même. Et elle meurt, je trouve, pendue à ses propres artifices. Suspendue comme ça, tout là-haut, dans toute la prétendue hauteur de sa science alternative. Et donc, encore une fois, c'est une mort qui lui sied à merveille. Arrive Carmichael. Carmichael, le grand sceptique, là, il perd toute sa superbe, il se met littéralement à genoux. Avant même que le démon n'en ait fini avec June, il tombe à genoux et jure de servir le Seigneur des mouches, Lord of the Flies. C'est un retournement tellement pathétique qui montre bien que tout était tellement faux et creux chez lui. Lui qui passait son temps à ridiculiser les autres, c'est le premier à se mettre à genoux. Parce qu'au moins les autres, même Gus, essaient de se défendre. Lui, il collabore direct. C'est quand même cocasse, il n'a eu de cesse de nier l'existence du malin, et c'est pourtant le premier à vouloir en être le serviteur. Et donc M. Riggles se tourne vers lui, je l'appelle Mr. Riggles parce que moi je sais plus si c'est Satan, si c'est Abraxas, est-ce que ça a une importance? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait ces nuances qui pourraient développer la lecture autrement. Après on peut toujours creuser ad aeternam, mais là on a une entité qui était présente dès le départ, je pense, qui s'est bien amusée maintenant, qui est là. Et quand elle se tourne vers Carmichael, c'est assez drôle parce que Carmichael brandit le chèque, il le sort justement. C'est la preuve matérielle donc du triomphe du démon sur le rationnel. Il offre cette offrande, ce signe de reddition. Sauf que le démon n'en a rien à foutre, bien entendu. Le chèque s'enflamme entre les doigts de Carmichael. Je crois qu'il lui dit abracadabra. Le démon lui renvoie son fameux abracadabra. Et une fois que le chèque a brûlé, maintenant c'est Carmichael qui lui-même se consume. Il est littéralement brûlé vif. Et là, encore une fois, je trouve que ça lui va bien. Parce que lui qui voulait tant pourfendre les charlatans, il est finalement brûlé au bûcher de l'incrédulité. Il est brûlé comme une vulgaire sorcière de Salem. Parce que sur la fin, il est devenu encore plus mécréant que les autres. C'est lui qui promet de se joindre au mal. C'est lui qui promet de servir. Ça lui va bien. Et ce moment où on le voit mourir, ça m'évoque toujours cette jouissance obscure qu'on avait évoqué aussi dans le film Jusqu'en Enfer. Ce plaisir coupable de voir le sceptique puni pour n'avoir pas cru. Alors que nous-mêmes aurions été les premiers à douter. Et pendant ce temps, n'oublions pas, il y a Léo Fisk, le producteur de Satan. Alors lui, il s'affaire à essayer de secourir Jack. Jack qui, en fait, s'est fait projeter, il s'est pris une sorte d'éclair du démon qu'il a projeté hors des coulisses. Donc en fait, ça ne l'a pas tué. Le coup d'éclair, la chute, curieusement, ça ne le tue pas. Alors, peut-être parce qu'une suite est prévue pour lui, le démon a un plan pour lui, ou tout simplement parce que le pacte qui les lie retient la main du démon. Il lui a promis le succès, il faut bien qu'il en profite un minimum quand même, il ne va pas mourir maintenant. Maintenant que le succès est bien là,
quand Léo voit ça, il agrippe Jack, il essaie de le tirer pour l'abriter derrière la cloison qui sépare la scène des coulisses. Et à chaque fois, cette cloison qui s'ouvre quand les invités devaient venir. Donc ça sépare un peu le spectacle des coulisses, finalement. Et sauf que cette frontière, cette séparation entre les deux mondes, elle est complètement brisée. Et Jack, on dirait pas ce qu'il l'a compris, parce qu'il reste là, il reste figé sur le seuil. Il regarde comme ça le démon, il est incrédule, il n'arrive pas à croire, mais qu'est-ce qui se passe avec mon émission? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et c'est comme si en même temps, il était conscient qu'il n'y a plus de cloison, que ce n'est qu'une illusion. Et donc il reste planté là, sur le seuil, et il fixe le démon. Et j'aurais bien aimé que le démon dise quelque chose, mais il ne dit rien. Le démon lui renvoie juste son regard, et tous deux restent muets. C'est vraiment un pur moment quand même. Donc quand il voit que Jack ne répond pas, ne réagit pas, Léo s'en va. Léo prend la fuite, et je trouve qu'il s'en sort plutôt indemne. En tout cas, du moins physiquement. Alors, un autre qui s'en sort plus ou moins à bon compte, c'est le public, parce qu'il n'a pas traîné, ça se rue vers les issues de secours. On se bouscule, on pitine, les cris de terreur résonnent, la peur collective explose, et on peut donc légitimement penser à ce moment-là que le démon a atteint son objectif. Parce que si on se rappelle de ce que le reportage nous disait de la secte sur les rituels du fameux prêtre Dabo, y assister suffit à être contaminé. Or ici, les spectateurs viennent de vivre un pastiche de rituel, certes, mais un rituel toutefois, déguisé en talk show. Et là, la caméra finit par zoomer sur le démon, et il semble comme ça se dissoudre dans le signal audiovisuel, comme s'il fusionnait avec le bruit de l'image. Et là, la régie, donc je crois qu'ils se réveillent, ils interrompent soudain la transmission, ils affichent on a des difficultés. Veuillez nous excuser, nous avons des difficultés techniques, je crois, quelque chose comme ça. Comme si ça pouvait aider à masquer un peu l'horreur qui vient de se dérouler. C'est magnifique. C'est pour ça que ça reste quand même un film comique quand même. Donc il y a quand même cet aspect satirique du traitement de ce sujet. Et donc on reste figé comme ça sur cet écran d'erreur, en fait, erreur 404, sauf que cet écran finit lui aussi par fondre littéralement. Ce qu'on comprend par là, c'est qu'il est même trop tard en fait. Ça ne sert plus à rien d'éteindre la télé. Et à travers le grain, on voit la silhouette démoniaque comme ça du démon qui apparaît. Elle est spectrale, mais on la voit quand même. Et c'est même un peu grand guignol. Hein. Je pense qu'ils auraient pu s'en passer. Et ce qu'on comprend derrière, c'est que le public à la maison, le fameux public voyeur dont je parlais tout à l'heure, jusqu'à la simple témoin, il a été entraîné malgré lui dans le cauchemar de ce spectacle. C'est la cible en fait de la contamination. Tant qu'à faire, puisque la réalité se disloque partout, on retrouve un Jack qui bascule dans une vision hallucinée. Et c'est là que justement l'image perd son grain VHS et on bascule dans la haute définition. Comme je le disais tout à l'heure, une sorte d'intrusion du passé dans le présent. Et Jack va vivre, je trouve, une expérience assez intéressante. Il est englouti par l'illusion, comme s'il était lui aussi projeté dans une transe hallucinatoire, pour fuir l'horreur qu'il vient de provoquer. Et donc peut-être que son esprit se réfugie dans une forme de rêve éveillé, mais c'était son dernier recours, un recours distordu aux souvenirs de l'émission, aux séquences absurdes et grotesques qu'on a vues quand on nous a illustré le début de la carrière du présentateur. On le voit faire un bras de fer avec un nain, on voit une zoologiste paniquer sur la scène parce qu'elle a perdu un araignée sur le plateau, etc., etc. Donc autant de scénettes dérisoires qui constituaient autrefois l'essence même du show. Et là, Jack participe à nouveau, mais sauf que ça ne l'amuse plus. Il est comme absent de lui-même. Il observe, il est hébété, il suit les actions, dans une sorte de mémoire de la répétition, mais ces fragments de son passé sont devenus ridicules. Ils sont vidés de toute substance. Et donc lui, ce n'est plus l'animateur jovial et sûr de lui qu'on voit à l'écran, mais cette fois-ci, c'est un homme qui est conscient presque du vide de tout cela, de l'inanité de tout cela, de l'artificialité même de son propre rôle. Donc il rejoue tout cela, mais c'est comme s'il avait enfin un mea culpa possible. Et donc il essaie comme ça de s'extraire de chaque scène, il refuse les répliques, il détourne les yeux, mais le jeu continue. Show must go on, ses partenaires, eux, de jeu en face, ils continuent à lui donner la réplique. Et donc Jack croit tout d'un coup avoir une sorte de compréhension, une illumination. Il arrête d'essayer d'arrêter le spectacle, et il se tourne vers l'écran, vers la caméra, un peu comme Lily au début. Et cette fois-ci, il s'adresse aux spectateurs, il implore d'éteindre leur poste, parce qu'il a compris, à ce moment-là, que c'est bien l'écran la porte, c'est l'écran, l'interface maléfique, à travers laquelle le démon a exécuté son plan. Et donc il sait sans doute qu'il n'est pas le seul à être possédé, mais que l'émission elle-même, et par conséquent, le public tout entier, a été possédé. Quand il a cette réalisation, l'image va vriller un peu dans un montage un peu sous speed, que j'ai pas trop apprécié, très rapide, avec beaucoup d'images subliminales, des flashs de Madeleine, son épouse défunte, et de Dabo, là, le gourou, qu'il a initié au rituel dans la forêt. Et donc les deux s'opposent, on dirait, entre l'innocente qui a été sacrifiée et l'agent du pacte, comme s'ils représentaient peut-être les deux pôles de sa conscience qui se déchirent, et clairement c'est Dabo qui semble l'emporter. Son rictus devient omniprésent, on le retrouve partout sur les images, son regard envahit tout le cadre, puis on retourne au Grove, on retourne dans le bois, dans le lieu originel du pacte. Et on voit un Jack, où Jack se revoit, agenouillé dans la nuit, face au calice qu'on lui tend. Et il revoit l'homme masqué en chouette, qui lui tend justement ce pacte, qui lui propose de signer ce pacte, et il revoit le moment donc où il a dit oui.
Il voulait une carrière, il voulait être plus célèbre que Johnny Carson, il voulait surpasser tous les rois de la nuit, il voulait briller, peu importe le prix. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il comprend enfin le prix. Il comprend que Madeleine, son épouse, son amour, était le prix. La gloire pour lui, la mort pour elle. Et donc tout ce qui s'est déroulé ce soir, tout ce qui s'est effondré ce soir, l'émission, les invités, le public, sa propre conscience, tout cela découle de ce moment, de cette décision fatidique. Très certainement que Jacques n'a jamais voulu ça, pas dans ces termes, c'est sûr, mais peut-être que nul n'est censé ignorer la loi démoniaque, et le pacte ne pardonne pas. Et donc cette hallucination va culminer un peu avec l'apparition de Madeleine dans une pièce blanche, et je pense que là c'est une échappée encore du cauchemar, donc c'est comme si le démon, ou en tout cas Dabo avait fini par gagner, donc à travers Dabo sans doute l'entité, avait commencé à gagner sur la conscience de Jacques qui s'était réfugié dans ses souvenirs, elle avait donc commencé à contaminer tout cela, à la ramener donc à son pacte, à la ramener à sa promesse, à la ramener à son engagement. Et donc en fait cette apparition de la chambre de Madeleine, c'est comme un dernier espoir d'échapper à cela. Il la voit, elle est là, elle est allongée, elle est pâle, elle a les traits tirés par la souffrance, et Jacques s'avance vers elle et ils ont un dernier moment d'intimité. Et elle dit d'ailleurs qu'elle craignait qu'il ne le laisserait pas la voir. Donc il, avec S, ne laisserait pas Jack venir la voir. Donc ce propos, je trouve, semble faire référence à ces entités invisibles, puissantes, qui avaient tout intérêt à empêcher cette rencontre. Parce que n'oublions pas que Minnie, depuis le début, joue le rôle de la messagère, de l'avertisseuse, celle que Jack a ignorée jusqu'à là. Et Jack va lui demander pardon, et elle, tout en le fixant avec une certaine douceur, a quand même quelque chose de résolu, de clair dans ses propos. Elle n'est pas seulement là pour lui dire qu'elle l'aime, qu'elle voudrait être avec lui, elle lui dit aussi « You are on your own, Jack. Tu es tout seul désormais. » Elle a tenté, elle a essayé de le sauver, de le guider, mais il était trop envoûté par son émission, trop absorbé par ce spectacle maudit, mais elle ne semble pas non plus avoir complètement abandonné. Et c'est là qu'elle joue peut-être son dernier atout, en tout cas c'est comme ça que j'ai lu cette scène, parce qu'elle lui demande si tu m'aimes, mets fin à ma douleur. Et Jacques réalise à ce moment-là qu'il tient dans ses mains une dague de rituel qu'ils avaient mis en scène sur le plateau à un moment donné quand Lily est arrivée pour montrer un peu les objets qu'utilise la scène habituellement. Et d'ailleurs, Jack s'est servi de cette dague à un moment pour libérer justement Lily qui était réveillée, pour la libérer justement de la chaise où on l'avait attachée. Cette scène a toute son importance aussi, je trouve, quand il la libère à ce moment-là, ça dit des choses. Et Madeleine, en tout cas ce qu'il croit être Madeleine à ce moment-là, l'encourage en lui disant « Jacques, délivre-moi ». Donc effectivement, je pense que c'est Madeleine qui s'exprime. Mais ce n'est pas le corps de Madeleine qu'il tient. Et ça, il ne le sait pas encore. Et donc Jacques hésite. Il hésite parce qu'il a le cœur brisé. Il ne sait plus. Il ne cherche pas à comprendre. Il ne cherche pas à s'expliquer. Il ne formule pas d'excuses. Il ne réclame pas d'explications. Ça, j'ai trouvé ça très bien parce qu'on n'a pas le temps. Il est juste consumé par le regret, par l'amour désespéré sans doute. Et c'est ça qui lui donne la force sans doute de ce dernier geste. Et donc dans un acte final, il va enfoncer la lame dans la poitrine de Madeleine. Et au même instant, tout le décor se fissure, encore une fois. Ça peut être chiant, ça, qu'on ne sait jamais si on est réveillé ou si on rêve. Parce que du coup, le film peut tout faire. Hein. Mais on a quand même une vérité qui est assez satisfaisante. Enfin, dit comme ça, c'est bizarre, mais il plonge dans un autre cauchemar, on va dire. Mais cette fois-ci, un cauchemar réveillé. Parce que ce n'est pas Madeleine qui tient dans les bras, mais il tient Lily. Et donc Jack, sous l'hypnose, ou sous son auto-hypnose, peut-être, en voulant se réfugier et fuir les démons, et en se piégeant tout seul, s'est fait extraire de là par Madeleine, qui a réussi à les faire ce dernier acte. Et c'est vrai qu'on peut lire cette conclusion de différentes manières. La première lecture qu'on a, c'est que M. Riggles, là, a continué à manipuler Jacques jusqu'au dernier instant, faisant de lui l'instrument parfait de sa propre damnation. Comme si la véritable cible depuis le début avait toujours été Jacques lui-même. Et donc, peut-être que pour clore son spectacle, ce sinistre spectacle depuis le début, le démon précipite ce qu'il apprécie le plus, un sacrifice ultime, ce que Jacques vient d'accomplir. Donc il aurait trompé en utilisant la figure de Minnie. Après, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de regretter, peut-être à cet endroit-là, la redondance du sacrifice. Parce que combien de fois peut-on sacrifier la même enfant ? Elle a été sacrifiée par la secte pour devenir l'avatar du démon, elle est sacrifiée par l'émission et June pour alimenter le spectacle et aboutir à sa possession, et enfin, elle est encore une fois sacrifiée pour damner Jack. Je sais pas, c'est possible que ce soit ça. C'est possible que Jack a été trompé, qu'il ait tué la gamine devant les écrans et que finalement, en revoyant les bandes, à aucun moment son cerveau ne s'est scindé pour s'ouvrir en deux, mais que c'est toujours resté la petite fille de 13 ans et qu'il a tué une fille live à la télé. Sauf qu'autour de lui, tout le monde est mort aussi. Hein. Donc, il ne condamne pas tant Jack que cela, vu que quand même, Jack, en se réveillant de ce cauchemar fantasmé qu'il a eu, autour de lui, certes on a le silence, après les cris, mais on a surtout un champ de ruines. Et au milieu de ce chaos, les corps sans vie des invités qui avaient accepté de relancer l'émission. June, Carmichael, Lily, le pauvre Gus, et bon, Christou quelque part ailleurs, donc tous gisent comme ça à ses pieds, donc le démon ne vient pas de damner Jacques, on voit bien qu'il y a eu une apparition démoniaque qui a eu raison de ces gens, et donc il y a une faiblesse comme ça dans cette damnation, ou à la rigueur, il aurait fallu que Jacques soit lui-même l'auteur de ces crimes,
qu'au moment de l'apparition, qu'il y ait une bascule, mais qu'il y ait une bascule seulement dans son esprit, et que sans le savoir, qu'il ait tué June, qu'il ait tué Gus, qu'il ait tué, etc. Et en fait, qu'il se réveille au moment où il finit par tuer Lily. Voilà, un Jack qui a fini par se faire posséder par sa propre émission. Bon, c'est un peu gros, et c'est pour ça que je préfère partir du constat que la figure de Madeleine, depuis le début, c'est la bienveillance silencieuse. Depuis le départ, elle tente d'avertir Jack, qui est aveuglé par ses désirs et ses illusions, et le poignard d'ailleurs qu'il utilise, normalement, les poignards de sacrifice comme ça, c'est des poignards qui sont utilisés pour chasser les mauvais esprits. Même si on peut se dire que la secte a pu corrompre un poignard, peu importe. Madeleine, moi je pense, aurait trompé Jack dans cette pièce blanche pour qu'il accomplisse un geste qu'il n'aurait jamais pu faire de sang-froid. L'amener à tuer Lily. En poignardant comme ça Lily, Jack a peut-être renvoyé le démon dans les limbes, et il a sauvé par la même occasion l'humanité. D'où ma préférence pour une manipulation de Minnie. Toujours est-il que le rêve de Jack est mort, tout en se réalisant d'ailleurs paradoxalement. Il est le seul survivant de l'émission de ce soir, du talk show donc métamorphosé en rituel sacrificiel, et il a fini par engloutir l'humanité, en tout cas ses téléspectateurs, dans la folie. C'est une fin assez Lovecraftienne, j'aime beaucoup. Et au loin, on semble entendre les sirènes de la police, sauf qu'il n'y a rien à sauver, et encore moins à capturer. Le démon est peut-être libéré sur les ondes, vu qu'il a déjà manifesté une affinité troublante avec tout ce qui est circuit électrique et les signaux mentaux, ou bien Jack a mis un terme à son avènement avec l'aide de Madeleine. On ne saura pas. Mais juste les retombées de cette émission promettent un chaos judiciaire, théologique, financier sans précédent. Le monde ne sera sans doute plus jamais le même, et Jack est entré dans la légende, mais au prix certain de sa santé mentale. Parce qu'il reste debout comme ça au milieu des cadavres et il murmure encore et encore « Dreamer here awake, Dreamer here awake », le mantra de Carmichael qui avait sorti Gus de son hypnose. Il ne fait aucun doute, je pense, que pour Jack, il n'y aura pas de retour à la raison. Et donc c'est ainsi que se clôt Late Night with the Devil, sur les ruines fumantes d'un plateau télévisé devenu donc l'hôtel sacrificiel, manigancé par ces démons à Brexas, et sur l'ambition brisée d'un animateur vedette qui pensait manipuler le diable, mais il s'est fait eu comme Mika dans Paranormal Activity. L'émission qui promettait le sensationnel, finalement, a offert du sang, du chaos et la mort en direct à une heure de grande écoute, c'est parfait. Et c'est là, à mon sens, que réside sans doute la réussite de ce film, la véritable réussite de ce film, dans le cynisme de sa galerie de personnages. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, son humour noir assumé, sa critique de la société du spectacle. J'ai beaucoup aimé ça me parle, et c'est vraiment des éléments qui me parlent beaucoup. Ce sont des motifs contemporains aujourd'hui, avec les réseaux sociaux notamment. Et Night Owls, finalement, c'est ça, c'est une satire de la télévision. C'est une satire de la télévision à scandale, de l'industrie médiatique, mais on peut tout à fait l'appliquer à TikTok, à Instagram, à l'emprise de l'image spectaculaire sur notre quotidien. Et au bout du compte, tout peut devenir spectacle, même l'horreur, surtout l'horreur d'ailleurs. Et ce qui frappe aussi, c'est la retenue du film. Il n'aborde pas la possession et le satanisme comme des prétextes immédiats à l'escalade gore ou à la surenchère d'effets comme on aurait pu s'y attendre. C'est exactement le contraire qui se passe. La terreur, elle se distille lentement au fil des échanges et des ambiguïtés. Donc on est là, on attend l'explosion finale. Et ça c'est très bien, ça elle nous tient en haleine. Le mal, ce n'est pas qu'un choc visuel ou sonore, c'est vraiment une rumeur. Elle est persistante, c'est une contamination qui prend son temps. Et elle va venir ronger les fondations même de ce qui semblait tenir debout. Ce qui est cher sans doute aux Américains aussi, la famille, l'ego, la télévision, jusqu'au tissu de la réalité. Et je trouve que Mr. Regal, c'est vraiment un nom très bien trouvé pour incarner ce ver rampant, cette magouille qu'on croit maîtriser mais qui finit toujours par se retourner contre l'intrigant. Jacques a vraiment cru qu'il pouvait utiliser le diable comme une figure marketing pour sauver sa carrière sur le déclin. Il lui a tendu le micro. Il était sûr de pouvoir canaliser l'obscurité à l'intérieur de lui entre autres, l'adapter à un format télévisé. Dans notre réalité, je pense qu'il aurait eu plus de chance. Parce que les limites de la naissance télévisuelle ont sauté depuis longtemps, donc peut-être que le diable, dans notre réalité à nous, a déjà gagné. Alors je suis assez dithyrambique sur le film, mais bien sûr il n'est pas exempt de défauts. J'ai parlé de la relation entre Jack et June, qui aurait mérité un développement plus consistant. Elle est à peine esquissée, et elle est complètement plaquée sur le récit sans réelle fonction dramatique. Et très certainement elle aurait pu, au contraire, devenir un levier narratif intéressant. On aurait pu l'utiliser ça, et rejoindre la liste des appétits de Jack par exemple. Mais il faut vraiment aller jusqu'au bout. Donc il faut en faire un présentateur qui veut la gloire, mais il veut aussi les femmes, il veut aussi la fortune. Tout ça, c'est autant de prises de jeu pour le démon sur Jack, qu'on va pouvoir révéler comme un prédateur dans les coulisses, se croyant tout puissant, sûr de lui, sur le plateau, hors du plateau. Et la phrase de Lily, à un moment donné, il lui dit « Ne suis-je pas joli, Jack ?» Eh bien, ça crée un malaise qu'on aurait pu pousser plus loin, en révélant un homme rongé non seulement par l'ambition, mais aussi par la sensation d'impunité. Il aurait pu vraiment être un one-shine ignoble avec une phrase d'accroche du genre « Alors ma jolie, on veut jouer dans l'émission de Daddy Jack ?» Alors que justement, cette question de Lily
le ramène à ça. Ne suis-je pas joli, Daddy Jack? Voilà, venant d'une gamine de 13 ans en plus, c'est parfait. En l'état, Jack reste un personnage asexué, uniquement mu par le désir de reconquête médiatique. Donc ce n'est pas une faiblesse en soi, mais l'introduction d'un arc sentimental, sans réel impact dramatique, ça n'a rien à faire là. Ça rend l'ensemble plus confus, c'est tout. Et donc la fin du film demeure volontairement ambiguë, ouvert à deux lectures. Donc d'un côté, on peut y voir l'ultime manipulation de Jack, comme j'ai dit, réduit à l'état d'instrument sacrificiel par une force qu'il n'a jamais réellement comprise ni maîtrisée. Et donc dans cette optique, son geste final, tuer Lily, ça scelle sa damnation et parachève comme ça le rituel démoniaque, si c'est ça que le démon voulait en tout cas. Et de l'autre, une fin que moi je préfère, c'est qu'on peut envisager ce geste insensé comme le seul moyen de mettre un terme à la possession. Un acte comme ça de libération ultime, orchestré par Minnie, un dernier coup de poker qu'elle a réussi à jouer, qui renvoie Mr. Riggles dans les limbes et sauve ce qui reste de l'humanité, ce qui reste de sain dans l'humanité. Et donc ce suspens volontaire, c'est cet entre-deux, ça donne au film une portée réflexive indéniable, c'est sûr. On ne tranche pas, on laisse le spectateur seul face à ces questions. Le mal a-t-il vaincu, ou au contraire a-t-il trouvé une voie royale pour se propager plus profondément encore? Bon, les fins comme ça, on en connaît plein. Il se trouve que maintenant, en ce qui me concerne, j'avoue avoir de moins en moins de patience pour ce genre de fin suspendue. J'aime qu'un film conclue ce qu'il a amorcé. Voilà, quand je reçois des invités, je ne leur sers pas une coupelle vide en guise de dessert, en les laissant se demander « Mon Dieu, est-ce que j'ai mangé le dessert comme plat principal ?» sans m'en rendre compte. Est-ce donc un coup de force gastronomique? Ou est-ce que ce connard se fout de ma gueule? Un coup de force gastrique? Non, en fait, à un moment donné, on termine, c'est tout. Donc face à des fins pareilles, moi je fais souvent maintenant mon propre dessert. Je ne cherche pas à interpréter les fins multiples du film, j'imagine la mienne et je me tiens à ça, je m'en tiens à ça. Bon, j'en ai marre. Et ma propre fin à moi, elle serait celle que j'ai dit tout à l'heure en fait. Tant qu'à faire de Jack un meurtrier d'enfants, autant aller jusqu'au bout de l'idée. Il se réveille sur un plateau dévasté, le corps de June, de Carmichael, de Gus et de Lily autour de lui, il les a tous tués, dans un accès de démence, sous hypnose ou véritablement possédé. Ça, en tout cas, on ne le saura pas, mais maintenant que le voile est levé, il est le seul au milieu des ruines. Il est perdu, il est incrédule, il est hanté. Plus de démons, plus de talk-show, juste les conséquences irréversibles d'un pacte qu'il a signé dans l'ombre. Et donc, soit avec des créatures qui ne tiennent pas leurs promesses, ou soit juste parce qu'il a trop fricoté avec Léo Fils, qu'il a monté cette machination de show et que ça a mal fini. Voilà. Comme ça, on a un doute, comme j'aime bien, on ne sait pas vraiment si le diable existe ou pas, il n'y a pas de certitude, c'est très bien comme ça. C'est une fin comme ça qui va venir mettre l'ambiguïté là où j'aime bien. Pas tant dans la question de savoir si Jack est damné ou sauvé, mais plutôt si tout cela, possession, rituel, entité, n'est que le fruit des manipulations de Jack, de ses expérimentations scéniques, de son ambition dévorante à transformer le réel, le tout même en spectacle, et que tout cela a fini par avoir raison de sa santé. Et donc ce qui est laissé en suspens ici, c'est la possibilité que le démon ne soit qu'un produit de l'imaginaire. Et en plus, tant que le mal reste imaginé par les personnages, sa représentation approximative n'est pas un problème. C'est leur vision du démon. Qu'elle soit tordue, grotesque, elle est subjective. Et c'est parfaitement cohérent avec la logique d'un talk-show halluciné. Mais dès que le film lui-même s'aventure à montrer l'entité, à la figer dans une forme plastique, il prend un risque. Il cesse de suggérer pour affirmer « voilà à quoi ressemble le diable ». Et c'est là que ça devient casse-gueule, moi je trouve. Même si visuellement l'apparition du démon à la tête fendue est vraiment réussie, ça m'a vraiment plu, il y a quand même d'autres apparitions pendant le show qui sombrent dans une forme de grand guignol un peu clownesque. Et là, quand ça arrive, le grotesque prend le pas sur l'effroi. Et cette bascule, moi, à chaque fois, ça diminue un peu la puissance de l'ambiguïté initiale. On m'a bien accroché, et là, tout d'un coup, on me montre un démon qui fait « waouh » sur les ondes. Enfin bon. L'intérêt du film, à mes yeux, elle ne réside pas dans la nature exacte de l'entité. Il ne faut pas oublier ça, ni dans les ficelles du rituel. Ce que je trouve précieux, c'est ce flottement, cette incertitude sur la réalité même du démoniaque. Il faut privilégier ces questions-là. Quelle était la part de vrai? Est-ce que quelque chose a vraiment été invoqué ou est-ce que c'est un désastre psychique pour donner raison à June, une projection délirante dans un théâtre médiatique pour donner raison à Carmichael? Voilà les questions qu'il faut maintenir. Une fois qu'on leur a tranché la gorge en les suspendant dans les airs, c'est plus très possible ça. Parce qu'une fois qu'on tranche, sans jeu de mots, une fois qu'on affirme que le démon est réel, qu'il a été invoqué, qu'il est là, incarné, alors je trouve que tout change, tout le film bascule. Il devient une simple genèse, un prémisse. Voilà comment le diable est arrivé sur Terre. Et à ce moment-là, ce n'est plus l'émission ou le drame intime de Jack qui m'intéresse, c'est la suite, moi. Je veux voir ce que cela implique. Qu'est-ce qui va devenir du monde maintenant? Quelle est l'ampleur réelle des conséquences? Montrer ce que devient notre monde sous cette emprise. Parce qu'on a quand même eu beaucoup de films comme ça où ça se suspend à ce moment-là, et bon, moi, à un moment donné, l'enjeu, il s'effondre à mes yeux, quoi. Ce n'est pas un défaut en soi, c'est juste un souhait que je formule. Ce qui rend le film percutant, c'est que cette possession, si elle a eu lieu, n'est peut-être que la prémisse d'un phénomène bien plus vaste, déjà à l'œuvre dans notre réalité. L'écran lui-même, la télévision, Internet aujourd'hui sont devenus les vecteurs d'une puissance démoniaque pour certains.
nocive pour beaucoup, et pourtant peu s'en passe. Donc une puissance de diffusion, de contamination, de perversion, c'est acté. L'écran rend visible l'invisible, acceptable l'inacceptable. C'est acté. Il transforme la mort en spectacle, la douleur en divertissement, c'est acté. Alors peut-être que M. Riegels n'est pas une créature des enfers, mais une incarnation de cette logique infernale qui fait de tout événement un contenu, du content, qui trouve à toute catastrophe une audience. Et si le démon est vraiment apparu en 1977, peut-être qu'il est toujours là, dans nos fils de commentaires, nos débats hystériques, là, en ligne, nos tendances virales. Peut-être qu'il a juste pris la forme d'un bot, qu'il est planqué dans le flux des algorithmes, qu'il distille le chaos, tranquillement. Il sème la confusion, il contredit, il a toujours un avis à la con, et les gens s'engouffrent dedans. Et moi, c'est ce film-là que je veux voir. Je veux voir le diable en putain de bot qui ratio tous les posts de Musk. Ça, c'est parfait. J'ai beaucoup apprécié ce film et je tiens à remercier l'auditeur qui l'a recommandé. Il trouve parfaitement sa place dans la lignée de l'Exorciste et de Rosemary Baby qu'on a couvert ici, tout en ajoutant sans doute cette petite touche contemporaine. Et ce qui est bien aussi, faut quand même le reconnaître, c'est que le found footage n'est pas ici un simple artifice de mise en scène. Parce qu'on a beaucoup épuisé le found footage parce qu'à un moment donné c'était la mode. Mais on a vu des films en found footage qui auraient tout aussi gagné à être juste filmés de manière plus classique. Ici, le found footage, c'est littéralement le dispositif réflexif. C'est-à-dire que la caméra n'est pas seulement un témoin, c'est le pacte, c'est le vecteur, c'est le catalyseur. Il propage, il infecte, il est partout. Et à un moment donné, le diable a fait voler tout cela en éclats. Late Night with the Devil, c'est donc un film plutôt hybride, mais j'aime beaucoup ce croisement entre l'horreur psychologique et la satire démoniaque à l'écran. Ça reste vraiment des sujets qui me parlent beaucoup, le cauchemar télévisuel, le rituel médiatique, le pacte faustien. Donc c'était une très belle suggestion, et je continuerai peut-être comme ça dans ce cas à couvrir les films qui me sont suggérés par mes auditeurs. Finalement, ça m'a fait gagner du temps sur quel serait le prochain film, et là c'était une agréable surprise.